À la une de l'actualité, l'église évangélique La Bénédiction a organisé un grand programme d'enseignement et de délivrance dénommé aujourd'hui Ton Miracle. Côte d'Ivoire, visite du président turc à son homologue ivoirien. L'actualité africaine en Nigeria, suppression de 23 000 salaires fictifs. En Algérie, les 40 ans d'indépendance du Sahara occidental. Parlons de sport à présent. Suisse, élection FIFA, la lourde tâche de Gianni Infantino. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne des Bénis et merci de suivre ce journal. L'église évangélique La Bénédiction a organisé un grand programme d'enseignement et de délivrance dénommé aujourd'hui Ton Miracle. C'était dans la commune de Yopougon à Abidjan. Suivons le compte rendu de la deuxième journée de ce programme avec le pasteur Sylviane Monté et le prophète Franck Assari. La commune de Yopougon a abrité un grand programme d'impact, d'enseignement et de délivrance dénommé « C'est aujourd'hui ton miracle » avec pour thème « Retour à l'envoyeur ». Une plateforme organisée par l'église évangélique La Bénédiction, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté. Ce pendant 3 jours, allant du 24 au 26 février 2016. De nombreux participants venus de divers horizons ont pris part à ce grand rassemblement. Plusieurs articulations ont meublé ce programme, en l'occurrence la louange, l'adoration et la prédication. Ce grand moment a été marqué par la présence de plusieurs hommes de Dieu qui ont entretenu le peuple pendant ces 3 jours, à savoir le révérend Eli Pavlovski, le pasteur Sam Monté, le pasteur Sylviane Monté et le prophète Franck Assari. Ces orateurs de taille se sont succédés au pupitre pour donner les oracles du Seigneur. La Bible dit quoi? Si tu es fatigué et chargé, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu n'es pas fatigué, il faut continuer dans ce que tu fais là. Mais si tu es fatigué et que tu es chargé, viens t'asseoir au pied de Jésus et dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. God doesn't want us desperate. Dieu ne veut pas que nous soyons désespérés. Because of that, et à cause de cela, He gave us His only begotten Son, Jesus. Il nous a donné son Fils bien-aimé, son Fils et son unique, Jésus. It's because you are special in the eyes of God. C'est parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. If God gave you Jesus, si Dieu t'a donné Jésus, it means you are worth the price of Jesus. Ça veut dire que tu es digne du prix que Jésus a payé. Ne pas avoir reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je n'ai pas dit qu'un inconverti ne peut pas recevoir la délivrance. Il peut la recevoir, mais il ne la gardera pas. Amen. Recevoir Jésus dans ta vie, avant toute chose. Ne viens pas à Jésus le recevoir parce que tout simplement, tu as besoin de la délivrance. Mais viens pour lui, viens pour la vie éternelle. Listen to me very attentively. Écoute-moi attentivement. Ok? D'accord? This guy, ce jeune homme, his soul, son âme is underwater. Se trouve sous l'eau, A river. sous une rivière. Ask me why. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? He became a bad boy. Il est devenu un mauvais garçon. With 2 other guys. Avec 2 autres garçons. Do you know what they were doing? Est-ce que tu sais ce qu'ils faisaient? They were doing 419. Ils faisaient le broutage. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Le broutage, ils faisaient. Now. Ce grand programme s'est tenu pour la gloire du Tout-Puissant et plusieurs âmes ont été restaurées. Actualité générale, le président turc Recep Tayyip Erdogan était à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette visite, la première dans ce pays, est la première étape de sa tournée ouest-africaine dont l'objectif est de renforcer les liens de la Turquie entre les pays de la CEDEAO.
Le président Alassane Ouattara a reçu hier la visite de son homologue turc. Le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé dans le pays pour une visite de 2 jours, une première étape de sa tournée africaine qui a pour objectif de renforcer les liens de la Turquie avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan hier, le couple présidentiel Erdogan a été accueilli par monsieur et madame Ouattara, ainsi que par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et l'ensemble de son gouvernement. Avec sa délégation de plusieurs dizaines d'hommes d'affaires turcs, Recep Tayyip Erdogan participe notamment ce lundi à un forum économique à Abidjan. Après la Côte d'Ivoire, M. Erdogan se rendra au Ghana, au Nigeria, puis en Guinée. Nous entamons l'actualité africaine. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement du président nigérien Muhammadu Buhari a identifié et supprimé 23 000 salaires fictifs. Cette suppression massive qui a l'État d'économiser environ 10,5 millions d'euros. Le gouvernement de Muhammadu Buhari vient de marquer un grand pas dans sa lutte, vous le savez, contre la corruption, l'une des priorités du mandat du chef de l'État nigérian depuis son élection en mai 2015. À la suite d'un audit qui a été lancé en décembre dernier par le ministre des Finances, Kemi Adeosun, 23 000 salaires fictifs viennent d'être identifiés et ils seront supprimés. Cette mesure d'assainissement devrait permettre à l'État d'économiser 11,5 millions de dollars américains par mois, soit environ 10,5 millions d'euros. Une grande parade militaire dans le camp de réfugiés de Dakala, près de Tindouf, a été le point focal de la célébration des 40 ans de la déclaration d'indépendance du Sahara occidental. Reportage. L'Algérie a célébré samedi les 40 ans de la déclaration d'indépendance du Sahara occidental. Au programme des festivités, une parade militaire qui s'est tenue dans le camp de réfugiés de Dakhla, près de Tindouf. La cérémonie s'est notamment tenue en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Abdelaziz. Le Sahara occidental est un large territoire peuplé d'environ 2 millions d'habitants. Cette ancienne colonie espagnole est contrôlée par le Maroc, qui lui laisse une large autonomie sous sa souveraineté. De son côté, en revanche, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum pour mener à l'autodétermination de cette région. Samedi, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé son soutien aux efforts des Nations Unies pour une relance des négociations entre Rabat et le Front Polisario. Les efforts de médiation de l'ONU sont dans l'impasse depuis plusieurs années déjà. C'est le bon moment parce que le gouvernement sahraoui vient juste de célébrer le 40e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Donc j'espère que la venue de Ban Ki-moon va activer le processus, nous permettre d'avoir le référendum que nous voulons. Le peuple sahraoui est prêt à toutes les éventualités. Il a la force de relever tous les défis. Le peuple sahraoui est aujourd'hui plus fort que jamais, que ce soit dans le domaine politique, militaire ou diplomatique. Déjà au tout début, quand la question de l'indépendance ne s'arrêtait qu'au discours, on nous a dit que la guerre allait être très longue et que le chemin va être semé d'embûches. Et c'est ce qui nous a rendus plus forts. Une grande parade militaire dans le camp de réfugiés de Dakala, près de Tindouf, a été le point focal de la célébration des 40 ans de la déclaration d'indépendance du Sahara occidental. Reportage. Le gouvernement marocain a décidé de suspendre la communication avec les institutions européennes, à l'exception de ceux qui touchent aux télécommunications en relation avec ce dossier. Le gouvernement a aussi créé un comité ministériel qui se constitue du ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Pêche maritime, pour suivre de près l'évolution de ce dossier. Actualité internationale à présent, près de 59% des Suisses ont dit non par référendum à proposition de loi visant à expulser automatiquement du pays les délinquants étrangers. Ce nom apparaît comme un échec pour le parti de la droite populiste UDC. Les Suisses ont rejeté par référendum ce dimanche à près de 59% la proposition du parti UDC d'expulser automatiquement les délinquants étrangers. En 2010, les citoyens avaient voté en faveur de leur renvoi du pays, mais cette initiative le rendait automatique et élargissait la liste des motifs d'expulsion aux infractions mineures comme avoir participé à une rixe.
Aujourd'hui est une journée importante pour la Suisse en tant qu'État de droit, affirme Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale socialiste. L'État de droit n'a pas évolué, mais il a été défendu par les électeurs, dit-elle. Le taux de participation a frôlé des records à 63% contre 40% en moyenne en Suisse, où les citoyens sont appelés à se prononcer régulièrement sur des sujets divers. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, il y a plein de Suisses qui font des erreurs et je vois pas pourquoi quelqu'un qui est né en Suisse où ses parents sont arrivés il y a 40-50 ans, qui ont juste pas la nationalité mais qui ont un permis C, pour nous c'est pas acceptable. D'après l'Office fédéral de la statistique, la victoire du oui aurait mené à l'expulsion de 10 200 personnes par an contre 500 en moyenne actuellement. Les opposants, auteurs d'une campagne virulente, avaient transformé sur ces affiches le drapeau suisse en croix gammée. Le parti nationaliste de gauche Sinn Féin a été l'un des vainqueurs des législatives irlandaises en devenant la troisième force politique du pays selon les résultats provisoires. Ces résultats provisoires laissent envisager une alliance improbable entre les deux partis ennemis de centre droit. En Irlande, les législatives ont été marquées par une poussée du Sinn Féin, le parti nationaliste de gauche qui deviendrait la troisième force politique du pays selon des résultats provisoires. Globalement, les électeurs ont sanctionné la politique d'austérité de la coalition sortante, incapable à ce stade de former un gouvernement majoritaire, si bien que les experts osent envisager une alliance improbable entre les deux frères ennemis de centre droit. Après des années de crise économique, l'Irlande a retrouvé le chemin de la croissance au prix d'une cure de rigueur drastique. Mais pour l'heure, les Irlandais ressentent peu les effets de la reprise. Il y a eu peu de changements, dit cette femme. Il y a eu certes quelques progrès, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes sont sans abri. S'il y avait suffisamment de travail, on ne serait pas confronté à ce genre de crise. Beaucoup de personnes ne voient pas la reprise, dit cet Irlandais. Tout ce qu'elles voient, ce sont des taxes supplémentaires, une taxe sur l'eau. Cette taxe est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a été sanctionné. La coalition sortante, composée du Fine Gael et du Labour, n'obtiendrait qu'une 60aine de sièges, soit bien loin de la majorité absolue. Il lui faudra le soutien d'autres partis pour continuer à gouverner. Avec une large avance sur son adversaire Bernie Sanders, Hillary Clinton a remporté la primaire démocrate en Caroline du Sud. L'ex-secrétaire d'État américain a pu compter sur l'électorat noir qui représentait plus de la moitié des votants. Et de 3, Hillary Clinton remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud avec une large avance sur son adversaire Bernie Sanders. Et l'électorat noir, qui représentait plus de la moitié des votants à la primaire de 2008, n'y est certainement pas étranger. Il est temps d'avoir une femme à la Maison-Blanche, ont scandé ses supporters. Pour l'heure, l'ex-première dame affiche la prudence. Nous allons nous battre pour chaque vote dans chaque État. Nous ne tenons rien ni personne pour acquis. Sur 4 consultations, Bernie Sanders n'a remporté lui que la primaire du New Hampshire pour l'instant, car la campagne ne fait que commencer, a lancé le sénateur du Vermont, qui était ce samedi dans le Texas. C'est là que le plus grand contingent de délégués sera attribué lors du Super Tuesday ce mardi. 11 États devront voter simultanément. 18% de délégués démocrates sont en jeu. Le processus de l'élection du président des États-Unis est sans doute le plus long au monde. Entre caucus et primaires, on s'y perd souvent. Nous vous proposons dans cette vidéographie de comprendre les différentes étapes des élections américaines. Le président américain est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, au suffrage universel. Son élection résulte d'un processus qui démarre près d'1 an avant. La politique américaine s'organise autour de 2 partis, même s'il existe quelques partis indépendants très minoritaires qui ne rentrent pas dans notre démonstration. Dans chaque parti, plusieurs prétendants se déclarent, s'affrontent dans des débats télévisés, lèvent des fonds importants pour mener leur campagne jusqu'au moment des primaires, où les électeurs choisissent leur candidat officiel pour le duel final. Chaque État organise donc des primaires, non pas pour désigner le candidat, mais des délégués qui soutiennent officiellement un candidat et qui le désigneront lors des conventions. Mais nous n'y sommes pas encore. Dans cette première phase, il existe 2 formes de scrutin, les primaires et les caucus. Les primaires, organisées par l'État, sont ouvertes à tous les électeurs qui se déclarent et désignent directement les délégués.
Les caucus, mis en place par les partis, sont réservés aux militants qui votent à main levée pour désigner des représentants par circonscription qui, eux-mêmes, désigneront les délégués au niveau de l'État. Chaque État organise ses primaires comme il veut et quand il veut. Traditionnellement, l'Iowa est le premier État à se lancer. De nombreux États les organisent en même temps lors du fameux Super Tuesday. Une fois que tous les États ont désigné leurs représentants, le candidat est formellement choisi lors des conventions que chaque parti organise. Voilà, la première phase de l'élection est achevée. Il y a maintenant 2 candidats prêts à s'affronter pour occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche. La deuxième phase s'engage. C'est la campagne électorale à proprement parler qui peut démarrer. Avec des budgets extravagants en publicité, clips vidéo, dénigrement de l'adversaire, meetings et déplacements en tout genre. Le mardi qui suit le premier lundi de novembre, les Américains votent pour choisir leurs grands électeurs. Le nombre de grands électeurs est équivalent au nombre de représentants et de sénateurs au Congrès, soit 538 grands électeurs dans tout le pays. Si un candidat arrive en tête dans un État, il remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Il compose le collège électoral qui, le lundi après le 2e mercredi du mois de décembre, vote pour élire le président des États-Unis. Le nouveau président est alors élu s'il a obtenu au moins 270 voix. Il prend ses fonctions officiellement le 20 janvier, le jour de l'Inauguration Day. En Russie, une série d'explosions dans une mine de charbon a fait 36 morts. Parmi les victimes, selon l'agence russe TASS, 30 mineurs, 5 sauveteurs et un employé. L'accident s'est produit à 748 mètres de profondeur. Reportage. En Russie, 2 coups de grisou et une série d'explosions dans une mine de charbon ont fait 36 morts. Parmi les victimes, 30 mineurs, 5 sauveteurs et un employé. Depuis plusieurs jours, des centaines de secouristes étaient mobilisés. L'accident s'est produit à 748 mètres de profondeur. La fin des opérations de sauvetage a été officiellement annoncée. 110 personnes étaient présentes dans la mine au moment de la première explosion. Jeudi dernier, 80 mineurs ont été secourus. L'accident survenu dans la mine de Vorkuta, à 100 km au nord du cercle polaire, est le plus meurtrier en Russie depuis ces dernières années. Il aurait été provoqué par une puissante explosion de méthane. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la création d'une commission pour déterminer les causes précises du drame. Parlons d'économie à présent. Huawei, Xiaomi, TCL et Oppo ont dépassé la coréenne Samsung sur le marché chinois et marchent également sur les plateformes bandes de l'américain Apple. Dans le monde du mobile, les fabricants chinois de smartphones sont en pleine conquête. Les fabricants chinois de smartphones ont éclipsé la concurrence au dernier jour du Mobile World Congress à Barcelone. Huawei, Xiaomi, TCL et Oppo ont dépassé le coréen Samsung sur le marché chinois et marchent également sur les plates-bandes de l'américain Apple. Leur ambition, les détrôner aussi en Europe. Leur secret, l'innovation. Chez Huawei, nous avons investi l'an dernier plus de 9 milliards de dollars en recherche et développement. En Europe, par exemple, nous avons plus de 15 000 personnes qui ne travaillent que sur ça. L'autre arme fatale des fabricants chinois, c'est bien sûr leur prix raisonnable pour un design de plus en plus soigné. Les analystes leur prédisent ainsi une forte croissance mondiale, y compris sur les marchés de référence de leurs grands concurrents, la Corée du Sud et les États-Unis. L'IAG International Airlines Group, la maison mère des compagnies aériennes British Airways, Liberia, Vueling et Aer Lingus, a vu son bénéfice d'exploitation s'envoler de 65% en 2015 à 2,3 milliards d'euros. IAG a été aidé par la baisse de sa facture de kérosène. La baisse des prix du kérosène a permis à International Airlines Group de tenir ses objectifs en 2015. La maison mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus a vu son bénéfice d'exploitation s'envoler de 65% à 2,3 milliards d'euros. Le groupe a transporté 11 millions de passagers supplémentaires à travers le monde pour un total de 88 millions de clients. IAG vise une hausse de 40% de son résultat opérationnel en 2016.
D'octobre à décembre, le produit d'intérieur brut a augmenté d'1% au rythme annualisé contre 0,7% précédemment estimé. La croissance américaine a été révisée à la hausse au 4e trimestre. La croissance américaine révisée à la hausse au 4e trimestre. D'octobre à décembre, le produit intérieur brut a augmenté d'1% en rythme annualisé contre 0,7% précédemment estimé. Les dépenses de consommation sont restées le moteur de l'économie américaine. C'est le recul des investissements qui s'est avéré moins important. Certes, la tendance est à l'essoufflement depuis le pic de croissance du 2e trimestre, mais pour le 1er trimestre en cours, les économistes misent sur un rebond de la croissance à 2,5%. De quoi inciter la Réserve fédérale américaine à poursuivre sa politique de resserrement monétaire initiée en décembre, d'autant qu'à la faveur d'une hausse des revenus des ménages, l'inflation hors énergie et alimentation a atteint 1,7% en janvier, son plus haut niveau en 3 ans, proche de l'objectif de la Fed. Aux Philippines, des bébés tortues font face à de nombreux prédateurs, dont l'homme. Un sanctuaire pour tortues tente de changer la donne en protégeant les œufs et en éduquant les populations locales. Elles sont nées il y a quelques heures à peine et comme beaucoup de leurs congénères, ici aux Philippines et à travers le monde, leurs chances de survie sont minces. Elles dépendent pour beaucoup de ce rudimentaire sanctuaire pour tortues. Nous patrouillons sur les plages la nuit. Quand on voit des tortues pondre des œufs, on est content. On ramasse les œufs et on les enterre dans le couvoir. Mais pour la population locale, les tortues sont avant tout une source de protéines. Récemment, des contrebandiers chinois se sont ajoutés à la liste des prédateurs et achètent les tortues aux villageois. Le gouvernement tente d'endiguer le braconnage avec des initiatives comme ce sanctuaire, mais la tâche reste immense. La principale explication du braconnage est la pauvreté. Tant que le problème de la pauvreté ne sera pas résolu, se débarrasser des braconniers sera quasi impossible. Faute de moyens, les activistes tentent de convaincre les habitants de protéger les nids de tortues. Pour financer le projet, ils parient sur le tourisme. Ici, les visiteurs paient un peu moins d'1 € pour poser en photo avec les tortues avant de les relâcher. Notre source de financement, c'est le programme Adopte une tortue. Donc s'il y a des bébés tortues disponibles, on reçoit des appels de touristes qui demandent s'ils peuvent venir ici et les relâcher eux-mêmes. Et on dit oui. Une fois relâchés, seul 1% de ces bébés tortues atteindra l'âge adulte. Sur leur chemin, ils devront échapper à de multiples prédateurs, requins, oiseaux marins, baleines et bien sûr le plus dangereux, l'humain. Parlons de sport à présent. Deux grands favoris, le Cheikh Salman et Gianni Infantino, se détachaient largement jeudi 25 février en vue de l'élection à la présidence de la FIFA vendredi. Les 3 autres postulants, le prince Ali, Jérôme Champagne et Tokyo Sexwell, étaient condamnés à faire de la figuration. Revenons sur le sacre vendredi à Zurich en Suisse du nouveau président de la Fédération internationale de football. Je vous propose tout d'abord d'écouter cette annonce du président alors intérimaire Issa Hayatou. Nombre total de votes valables recueillis par le prince Ali bin Al-Hussein, 4. Nombre total de votes valables recueillis par Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, 88. Nombre total de votes valables recueillis par Jérôme Champagne, 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Gianni Infantino, élu au 2e tour de l'élection, l'a finalement remporté sur le Cheikh Salman du Bahreïn. Il n'était qu'à 3 voix seulement derrière lui lors du premier tour. En tout cas, le juriste italo-suisse de 45 ans, qui était jusque-là secrétaire général de l'UEFA, la Confédération européenne de football, aura la lourde tâche de restaurer l'image de la FIFA, vous le savez, ravagée par des scandales de corruption depuis plusieurs mois déjà. Dans son dernier discours avant le vote, M. Infantino a également notamment promis de redistribuer 25% des revenus de la FIFA aux fédérations. Terminons cette édition en cinéma. La 88e cérémonie des Oscars s'est tenue dans la nuit du dimanche à lundi. Cet événement planétaire du cinéma s'est tenu sur fond de polémique sur un manque criant de diversité dans la sélection des nominés.
Depuis le Dolby Theatre de Los Angeles, cet événement planétaire du cinéma est retransmis dans plus de 225 pays. Sur toile de fond, cette année encore, de polémiques sur un manque criant de diversité dans la sélection des nommés. Alors que plusieurs récompenses étaient encore en train d'être distribuées tard dans cette nuit, eh bien, l'hôte de la cérémonie, le comédien afro-américain Chris Rock, a axé sa présentation autour de la polémique. Sans mâcher ses mots, il a d'abord déclaré, je cite, « Si ceux qui votent votaient aussi pour leur présentateur, vous ne m'auriez pas vu ce soir. Hollywood est-il raciste? Oui, mais c'est un racisme auquel vous vous êtes habitués. » Un peu plus tard, Chris Rock a lancé une série de parodies de scènes de films de l'année jouées par des acteurs afro-descendants. Un clin d'œil réussi. Nous avons un pouvoir d'achat de 1000 milliards de dollars. Ils veulent notre argent, mais nous ne sommes pas représentés. Vous avez le film Gods of Egypt qui vient de sortir. Ça se passe en Égypte, en Afrique, et il n'y a pas d'Africains dans le film. Idris Elba's movie, Beasts of a Nation. Il y a le film d'Idris Elba, Beasts of No Nation, le film de Will Smith. Il y a Straight Outta Compton. Il y a beaucoup de bons films auxquels on ne donne pas leur chance. Je suis allé l'autre jour au Festival du cinéma panafricain. Il y a beaucoup de films de qualité, mais ils ne reçoivent pas le soutien de l'industrie du cinéma. Si on veut la diversité, alors les autres races doivent être représentées, surtout les Afro-Américains, mais les Latinos aussi, qui sont exclus de tout ça. Et c'est ici que nous refermons cette page d'information. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne des Bénis. Dieu vous bénisse. À bientôt.